Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui est organisée dans le cadre de la 6e édition de Waterstock. Donc Waterstock, c'est des grandes journées citoyennes de mobilisation qui sont organisées par le collectif citoyen Bassine Non Merci et de nombreuses autres organisations, en particulier pour celle-ci, le groupe des Gilets jaunes de Melle. Alors, je ne vais pas parler très longtemps, mais juste une petite introduction pour dire qu'on a choisi de faire cette nouvelle édition de Waterstock sur le pays mélois. Parce qu'en fait, ici, il y a 3 bassines du projet de la Sève niortaise Mignon qui sont sur ce territoire. Donc, les communes concernées sont Sainte-Soline, Ron et Thorigny-Mougon. Voilà. Et il faut aussi savoir qu'en fait, sur le pays mélois, on est à la convergence de 4 bassins versants. Et sur chacun de ces bassins versants, il y a un projet de bassine. Donc le pays mélois est concerné par 4 projets de bassine. Donc là, il y a Sève niortaise Mignon, où il y a 16 bassines de prévues, le projet le plus avancé, dont l'État en fait est en train de faire avancer le travail le plus vite possible pour que la construction démarre dès cet automne. Il y a aussi un projet sur la Vienne. Donc là, il y a une bassine qui vient sur le pays mélois. Donc ça c'est Dives-Bouleur, le bassin Dives-Bouleur-Clin-Amont, où il y a peut-être 8 bassines prévues. Il y a le bassin Homme-Couture qui est en Charente et qui déborde ici sur le pays mélois, où il y a presque une dizaine de bassines aussi qui sont prévues, dont une sur la commune de Loubillier. Et enfin, on a un projet sur le bassin de la Boutonne. Alors Boutonne côté Deux-Sèvres, il y a déjà 5 bassines existantes et il y en a 4 qui sont en projet. Sur la Boutonne, il y a aussi une partie qui est en Charente-Maritime où là, il y a 21 bassines qui sont en projet. Donc voilà, ça c'est 4 des 20 projets de bassines qu'on a en Poitou-Charentes. Donc les bassines, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est des gigantesques réservoirs d'eau qui sont construits en plein milieu des plaines avec des digues de 10 mètres de haut. Ça fait 10 hectares en moyenne pour le projet de la Sève niortaise. La plus grande ferait 18 hectares. Et donc ça serait rempli en pompant dans les nappes, principalement pendant l'hiver, pour pouvoir arroser des cultures l'été, donc du maïs, des céréales, et aussi des cultures sous contrat avec l'agro-industrie, comme des semences, du tabac, voilà, des légumes de plein champ, voilà, pas mal de cultures comme ça. Et quelques petits éleveurs ou des petits maraîchers qui sont aussi dans les projets pour donner une belle image au projet, mais voilà, grosso modo, c'est quand même des infrastructures qui sont là pour aller toujours plus en avant dans l'agro-industrie et dans le développement de cette agriculture qui a des effets qu'on voit de plus en plus et qui sont pas forcément très bons, ni pour la biodiversité, ni pour la santé humaine, ni pour les ressources en eau, on le voit sur le territoire. On a des centaines et des centaines de kilomètres de rivières en sec tous les étés sur le Poitou-Charentes. Je crois qu'au 1er septembre, on était à 1800 km de rivières en sec, observées par les fédérations de pêche des 4 départements. Donc voilà, on voit beaucoup de choses et maintenant il est temps d'agir. Donc c'est pour ça que le collectif est là en fait pour informer les citoyens et dénoncer en fait l'incohérence de ces projets et toujours porter en fait une demande d'aller vers un autre modèle agricole en fait. Donc nous accueillons aujourd'hui Ricardo Petrella. Merci beaucoup Ricardo, merci infiniment d'être là, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir. Alors je vais essayer de faire une présentation de votre profil, mais c'est pas évident parce que c'est un homme immense par son parcours, politologue, économiste, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, une figure emblématique de l'altermondialisme qui a publié de nombreux ouvrages sur la marchandisation du monde, l'éducation, la mondialisation, mais aussi le bien commun et l'eau. Et c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Vous êtes aussi président de l'Institut européen de recherche sur la politique de l'eau. Et vous avez obtenu la reconnaissance par l'ONU de l'accès à l'eau potable comme droit humain en juillet 2010. Vous êtes aussi fondateur et secrétaire général du Comité international pour le contrat mondial de l'eau. Voilà, je m'arrête là, il y a 3 petits points, vous pourrez compléter si vous voulez, mais voilà, c'est quand même un travail énorme qu'a fait Ricardo Petrella dans le monde sur le bien commun, sur l'accès à l'eau. Donc
Encore merci d'être là. On va vous écouter, vous avez à peu près 1 heure. Ensuite, on donnera le micro à la salle pour un échange qui pourra durer à peu près une demi-heure. Avant de vous laisser la parole et pour finir les remerciements, je voulais remercier la mairie de Melle et le plancher des Valses qui nous ont permis l'accès à cette salle aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier JB de la Ronde des Jurons qui nous assure la technique pour la sonorisation de la salle. Voilà. Merci à tous, merci Ricardo et bonne conférence à tous. Eh bien, bonjour à vous toutes et à tous. Moi aussi, je commencerai par les remerciements. Ça fait plaisir de se retrouver dans un moment de lutte, dans un moment d'engagement citoyen. C'est toujours de la joie de pouvoir participer avec cette ambition, cet espoir, ces grands rêves toujours, que dans notre petit, on parvient à changer le monde. Et c'est ça la source de la joie de vous voir dans cette salle et cette journée de lutte. Parce que souvent on se demande qu'est-ce que je peux faire moi devant les problèmes du monde? Qu'est-ce que je peux essayer? Chacun de nous s'est dit, moi je suis une petite molécule de cette énorme machine de la vie sur la Terre, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut faire ce que vous faites. Parce que c'est là que vous pouvez réaliser, nous réalisons que comme on dit souvent qu'un petit flottement d'aile d'un papillon de l'Amazonie peut provoquer un orage en Suède, eh bien, une action comme aujourd'hui de chacun de nous peut participer à transformer considérablement le monde. Et ça, c'est vraiment une source de plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est mon grand remerciement, c'est de dire merci de me donner la joie. Je regrette cependant que vous n'avez pas terminé de raconter ce que je fais, parce que c'est le seul moment le plus propice où on parlera bien de moi. Et alors, vous vous êtes interrompu là où j'ai commencé aussi à jouir, mais on se rattrapera peut-être pendant la matinée et l'après-midi. En tout cas, ceci dit, merci à Mélissa, merci à vous militants, merci à vous qui avez organisé cette rencontre. Vous savez, quand vous donnez la parole à un Italien, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire. Si vous avez un problème maintenant Noël, hein, et vous connaissez un ami ou une amie, et vous ne savez pas ce que vous pouvez lui donner comme cadeau, c'est simple. Dites-lui ou dites-elle, parle. Il sera heureux, elle sera heureuse comme tout. Et vous me voyez, je suis heureux de pouvoir parler. Mais c'est le plaisir de parler n'est pas immédiatement accompagné par le plaisir du contenu de ce dont je vous ai parlé. Parce que je vais vous raconter des histoires qui ne sont pas nécessairement édifiantes, encourageantes, enthousiasmantes. En fait, l'eau, aujourd'hui, ce n'est pas au croisement de chemin, on est toujours au croisement de chemin dans n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, nous vivons l'eau dans nos têtes, dans nos pratiques quotidiennes, aussi dans nos espoirs, de manière très très dense, parce qu'il se peut que notre société ait atteint un niveau, une capacité de destruction de la vie sur la Terre, qui fait qu'au cœur de cette prise de conscience, nous trouvons l'eau. Et ce n'est pas par hasard qu'on revient au commencement. Quand aujourd'hui on nous raconte que les conséquences les plus dévastatrices de la vie sur la Terre à cause des changements climatiques seront dans le domaine de l'eau, et que l'une des caractéristiques de ces conséquences sera la raréfaction de l'eau croissante, voire même finalement une pénurie générale de l'eau sur la Terre, cela signifie qu'on nous annonce, si cela se réalise, que l'état de pénurie de l'eau générale de la Terre signifie le vol de la vie sur la Terre. Parce que c'est vrai, finalement, on le constaterait vraiment,
parce que tout cela qu'on a vu dans le passé n'a jamais été suffisant pour les dominants, pour les convaincre à changer, eh bien on réalisera que le binôme eau-vie, c'est vrai. Et que s'il y a pénurie d'eau, cela signifie que nous avons été une société qui a créé tous les processus pour produire la pénurie de vie. Donc la mise en question de ce qu'est l'existence de la vie sous la terre. Alors dans les minutes qui m'ont été données de manière très généreuse pour un Italien, je vais d'abord essayer de rappeler un peu c'est quoi cette raréfaction de l'eau. C'est quoi cette confirmation de ce qu'on a dit pendant des décennies, que l'eau était l'or bleu de la vie, que l'eau était devenue l'or bleu parce qu'il y avait eu le pétrole qui avait été l'or noir, et que donc, puisqu'il est devenu l'or bleu, aujourd'hui est de plus en plus rare, parce que l'or est rare, et qu'en étant rare, comme vous le savez bien, dans la conception culturelle, politico-scientifique de nos sociétés, plus une chose est rare, plus elle a de la valeur. Parce que c'est ça le sens profond du capitalisme, raréfier tout, parce que plus une chose, même nous, les êtres humains, même la vie devient rare, plus elle vaut, plus elle est inaccessible à tout le monde. Parce que dans la conception philosophique, culturelle du capitalisme, on ne peut que produire de la richesse, on ne peut que produire de la valeur dans la mesure où cette valeur est pour la création du capital. Et plus alors le capital est rare. Et c'est pour cela que l'accumulation de la valeur est le mécanisme fondamental du processus capitaliste et des sociétés capitalistes. C'est ce qui n'est pas nécessairement en soi une partie négative. Chacun de nous veut accumuler, on veut accumuler du bonheur, on veut être de plus en plus jouir, être heureux, l'élargir l'espace de la jouissance, l'espace du plaisir, du vivre ensemble, l'espace de l'amour, l'espace de l'amitié, l'espace de la solidarité. C'est toujours un problème aussi d'élargissement, d'approfondissement, d'intensification. Donc le fait que la valeur augmente en soi n'est pas mauvais, c'est que le fait, c'est que quand elle augmente dans la société capitaliste, cela signifie que la valeur augmente uniquement pour un nombre réduit de personnes qui sont capables justement de s'approprier dans la répartition de la valeur créée la partie plus grande de cette répartition, et ainsi que les inégalités dans une société capitaliste sont nécessairement inévitables. Après cette mise en musique, si vous voulez, de la raréfaction de l'eau, et donc comprendre un peu ce qui s'est passé, et comprendre ce qui est en train de se passer, je passerai un peu aux conséquences de tout ça. Et on verra que nous sommes en train, à partir de l'eau, de vivre une transformation profonde de notre société. Ce n'est pas simplement qu'il y a peu d'eau dans les nappes, ce n'est pas parce que les robinets manquent d'eau, etc. Et pas parce que l'eau est de plus en plus contaminée, c'est tout un système de vie et de conception du futur que la question de l'eau actuellement est en train de nous poser. Et dans la troisième partie, j'essaierai, si je n'ai pas été trop loquace et comme italien j'aurais abandonné et oublié de maintenir les promesses que j'ai faites au début de ma conversation, j'aurai toute une série de propositions pour lier alors l'action qu'on fait contre les bassines, qui n'est qu'une belle et grande capacité de révolte des gens qui avaient commencé déjà avec les grands barrages, toute la politique contre les barrages, un peu la mère des luttes contre les bassines, etc. J'essaierai de voir que c'est possible, et comme ça on revient à tout à l'heure, que c'est possible même au niveau petit, pas tellement au niveau individuel, mais au niveau micro des sociétés, des micro-communautés, de pouvoir se battre pour changer le monde. Alors, vous entendez désormais de plus en plus
les médias, les dirigeants, dire écoutez, l'eau est de plus en plus rare. C'est vrai qu'immédiatement, il donne l'impression que la raréfaction soit surtout une dimension quantitative. Il n'y a plus tellement d'eau. Donc, par exemple, la disponibilité d'eau en 1951 au plan mondial était de 15 000 mètres cubes d'eau par personne par an, pour tous usages confondus. Bien, nous nous trouvons maintenant à 4 800 mètres cubes par personne par an, tous usages confondus. Donc, il est vrai que quantitativement parlant, on a perdu pratiquement 2/3 de l'eau disponible. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que quand on dit on a 4 800 mètres cubes d'eau disponible par habitant par an, que cette eau-là soit effectivement utilisable et accessible. Pratiquement, presque 70%, j'allais en train de dire 70%, mais vous savez, moi je vis en Belgique, et donc j'utilise 70%, qui me paraît beaucoup plus raisonnable que 70%. Ceci, ce n'est pas une offense à vous, mes cousins, nous sommes cousins italiens et français, c'est de dire que c'est plus raisonnable de dire 70, et maintenant que j'habite depuis 45 ans en Belgique, j'ai dit spontanément 70, mais c'est 70. Donc, c'est 70% de l'eau disponible n'est pas accessible. Pensez tous les glaciers, pensez toute la calotte antarctique, qui est celle qui est le plus grand réservoir d'eau douce de la planète, sont inaccessibles. Pensez toutes les régions de permafrost, etc., où il y a de l'eau immense. Mais c'est suffisant. C'était suffisant à 15 000 mètres cubes par an, il est suffisant à 4 800 mètres cubes par an par habitant, parce qu'on avait défini que pour pouvoir vivre en conditions dignes, on a besoin, toute communauté humaine a besoin de 1700 mètres cubes par an par personne. Donc on est à 4 800 disponibles, mais le fait que l'accessibilité, donc, maintenant s'approche de 1700, et moins de 1700 mètres cubes par an. Et on considère depuis longtemps que si une communauté a disponible, donc accessible après sélection, après ces modifications, de 1700 mètres cubes par an, eh bien, elle est à la marge de ce qu'après on appelle le stress hydrique. Le stress hydrique signifie qu'une communauté a entre moins de 1700 et plus de 1000 mètres cubes par an par personne. Et si c'est en dessous de 1000 mètres cubes par an par personne, on entre en pénurie. À 500 mètres cubes par an par personne d'eau bonne pour l'usage humain, eh bien, on est en pénurie extrême, donc la vie commence à disparaître. Eh bien, cette remémoration, c'est parce que quand ils parlent de ces chiffres, ils nous font peur déjà, et nous avons raison d'avoir peur, parce que si telle est l'évolution, eh bien, la vie, nous, on a de l'eau. Mais on considère avec ces chiffres d'aujourd'hui que pratiquement il y a 4 milliards, pas seulement 2 milliards et demi, comme donnent les statistiques officielles de l'ONU, qui dépendent des statistiques officielles fournies par les États. Donc, ils sont souvent truqués, tronqués, falsifiés. Mais les recherches montrent qu'on est à peu près 4 milliards, donc on est 7 milliards et 700 millions à l'heure actuelle, 4 milliards de personnes qui vivent dans des espaces où ils n'ont pas d'accès régulier, permanent, d'eau potable, d'eau bonne pour l'usage humain, dans les conditions requises pour les niveaux de santé des humains et les niveaux de bon état écologique pour les autres êtres vivants de la planète, les microbes, les plantes, les animaux, etc. Donc la situation est effectivement, et les dominants ne font que raconter ça.
Et encore pire si on prend en considération que la raréfaction qui compte le plus, c'est la raréfaction qualitative. En Inde, maintenant, ce qui est dramatique, effectivement, leur disponibilité d'eau est de 985 mètres cubes, donc c'est presque pénurie extrême. Eh bien, mais 2/3 de l'eau de leur rivière est inacceptable et inutilisable pour les êtres humains. Parce que 2/3 de tous les fleuves, rivières, lacs, etc., cours d'eau de l'Inde sont pollués. Et donc les Indiens, ils se retrouvent avec des quantités d'eau vraiment minimes pour le bon usage. Et c'est pour ça que les agriculteurs, les petits agriculteurs ne parviennent pas à avoir accès parce que l'eau disponible est surtout prise par les grandes entreprises agroalimentaires mondiales en Inde. Et c'est pour ça qu'il y a eu des périodes entre 2005 et 2010, il y a eu 180 000 paysans indiens qui se sont tués parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau. Cependant, c'est extraordinaire. En Inde, on constate qu'il y a ces conditions dont je vous parle. Eh bien, mais là, il y a 2 ans, le gouvernement indien a eu l'argent pour construire et mettre en action le premier porte-avions indien. On se demande contre qui doit avoir des porte-avions. C'est l'Inde. Des porte-avions à traction nucléaire, dont la construction a coûté toute seule 1,7 milliard de dollars, qui permettrait de pouvoir avoir l'accès potable, non pas nécessairement le robinet à la maison, mais qui pourrait avoir des fontaines dans les villages comme dans les villes accessibles, qui pourrait rendre accessible l'eau potable à plus de 500 millions de gens, avec l'argent qu'on a dépensé pour les militaires, les Indiens. C'est scandaleux, ça. Et alors, pour ce qui concerne la qualité, vous constatez que les États-Unis, aussi, qui est en théorie un des pays riches, du point de vue d'eau, 33% de leurs nappes phréatiques sont entièrement polluées, contaminées. Ils ne peuvent pas continuer à extraire, à sucer l'eau de la terre, parce que ça ne sert à rien. Ça leur coûterait une fortune énorme et ils ne peuvent pas de la dépolluer avant de l'utiliser. Donc, je termine cette présentation quantitative pour dire que le gros problème quand les dominants nous parlent de raréfaction, c'est qu'on a raréfié la qualité de l'eau. Et pourtant, on continue à avoir des piscines, les développer, et pourtant on continue à augmenter la consommation de l'eau minérale en bouteille, et pourtant on continue, une petite anecdote, à envoyer des missiles dans les ciels. Et vous savez que chaque fois à Cap Canaveral, au Kennedy, comme ça s'appelle, la base de départ des missiles américains, chaque fois qu'il y a un lancement, il y a 15 millions de litres d'eau potable qui s'évaporent. Pourquoi quand il y a les missiles qui sautent, vous voyez tous ces nuages, ben, les nuages, c'est la vapeur d'eau. Parce que sinon, ça brûlerait tout, quoi. Et alors, quand les moteurs sont allumés, eh bien, ils injectent des millions de litres d'eau pour empêcher que tout brûle. Et c'est comme ça qu'alors, ça a l'air, cette gigantesque rhapsodie de vapeur d'eau qu'on voit quand on voit le missile qui s'en va, ben, c'est l'eau. Mais pour ça, on a l'eau. Et donc, le problème de la qualité de l'eau est le clou, est l'aspect le plus important de la dimension aujourd'hui de la raréfaction de l'eau. Et il faut de l'eau rare parce qu'elle doit être très, très, très pure. Et aujourd'hui, une des applications les plus dévoreuses d'eau pure, ben c'est ça, quoi. L'ordinateur, c'est ça.
Parce que pour les téléphones, l'ordinateur, les computers, tout ça, les plaquettes, les tablettes, s'ils doivent fonctionner, leurs circuits, ils doivent être nettoyés de manière telle qu'au niveau des micros, donc 1/1000 de gramme, par exemple, 1/1000 de gramme doivent être nettoyés pour que puissent fonctionner. Il ne faut pas y avoir 1/1000 de poussière dans nos machines. Et ça coûte énormément. Et IBM reste encore toujours la principale utilisatrice de eau pure du monde. Je me permets de vous rappeler que IBM, il y a à peu près 25 ans, extrayait l'eau fossile ici en France. Et les gouvernements le permettaient. Elle prenait l'eau pure. Et le gouvernement de l'époque permettait à l'IBM d'extraire dans les nappes fossiles l'eau. Pourquoi? Il avait répondu, parce que si on ferme ça, l'IBM s'en va et nous perdrons de l'emploi. Et vous voyez donc tout le problème, déjà, cet exemple-là vous donne que la qualité de l'eau qui est la vie, aujourd'hui, par les dominants, qui tirent d'ailleurs du bénéfice par la raréfaction de l'eau et de sa qualité, ils s'opposaient déjà le problème, tu veux l'emploi, et alors si tu veux l'emploi, tu dois accepter la destruction de la vie, de l'environnement. Si tu veux la sauvegarde de la vie, eh bien, tu vas détruire l'emploi, etc. Et ça, ce sont des arguments qui restent toujours auprès des dominants. Et il ne faut pas oublier ça. Alors, cette première réflexion sur la réflexion surtout qualitative, nous mène à nous poser un problème par rapport à la narration des dominants. La narration des dominants est simple. Elle dit, pourquoi il y a la réflexion? Parce qu'il y a un problème de mismatch, de non-conformité, de non-inadéquation entre la demande d'eau et l'offre d'eau du monde. Elle dit, il y a un déficit. Et pourquoi? Alors ils expliquent de manière apparemment fantastique, apparemment correcte, de dire, il y a l'augmentation de la population. Et donc, on était en 1951, on était à peu près 5 milliards, maintenant on est presque 8 milliards, il y a 3 milliards de plus de gens, donc ces gens, pour vivre, ont besoin d'eau. Et donc, il suffit qu'il y ait une augmentation croissance, pour cela, on devient tous trop nombreux. L'argument des gens, souvent des domaines, on est trop nombreux. Ce serait mieux d'éliminer un peu ceux qui ne valent pas, dans des régions qui ne sont pas très productives, et on diminuerait la demande d'eau. Et ensuite, si il y a une augmentation de la population, ils veulent avoir une augmentation de leur qualité de vie. Et donc, plus il y a des gens, plus on a besoin de l'eau pour leur permettre d'avoir une qualité de vie digne. Ils doivent boire. Et puis, il faut alors besoin de la croissance et du développement économique. Si la population augmente, inévitable d'avoir la croissance économique. On ne peut pas abandonner le principe de la croissance économique. Et donc, si il augmente, on a besoin encore plus d'eau proportionnellement parce que le niveau de vie va augmenter. Et on a besoin de nouveau pour permettre la croissance économique puisse produire les biens, les services de bonne qualité dont on a besoin pour avoir un niveau digne de vie, etc. Alors, il y a une demande d'eau croissante qui augmente, mais la quantité de l'eau est stable. La quantité d'eau sur la Terre ne change pas. Il y a 200 millions d'années, la même quantité d'eau qu'aujourd'hui. Ça peut changer, ça peut être glacial, ça peut être comme maintenant modéré, ça peut, au lieu d'être des glaces, c'est de l'eau liquide, ça peut être gazeuse comme ça commence à devenir, parce que plus les changements climatiques s'effectuera dans le sens d'une augmentation de la température moyenne, ça signifie que davantage d'eau, vapeur seront dans l'atmosphère. Et un petit exemple, c'est ici,
d'ici une demi-heure, ici, il sera plein d'humidité, quoi. Pourquoi? C'est nous. On respire, quoi. Et alors, plus de gens il y a ici, plus il y aura un réchauffement de l'atmosphère dans cette salle. Et l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Elle était chez nous, dans notre corps, elle est devenue vapeur, elle n'est plus liquide. Et donc, la quantité d'eau reste la même, mais cette salle devient trop humide, trop chaude, et à un certain moment, on dit ouvrez les fenêtres, quoi. Donc, c'est la planète, mais on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans la planète. Et alors, à partir de ces moments-là, la quantité étant la même, donc si la demande augmente, l'offre, tout au plus, on peut faire une petite augmentation de l'eau en dessalant l'eau de la mer. Mais ce n'est pas suffisant. La Californie le fait, l'Israël le fait, mais pour eux. Mais s'il faut faire le dessalement de l'eau de mer pour la population mondiale, bon, d'abord, c'est très négatif sur le plan environnemental, ça sera très coûteux, et puis finalement, on donnera davantage d'eau à ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont riches, ils peuvent le payer. L'augmentation d'offres d'eau suite au dessalement de l'eau de mer qui coûte sera possible uniquement pour ceux qui peuvent l'acheter. Et ceux qui peuvent l'acheter sont les plus riches. Et eux, ils auront toujours plus d'eau et donc ils achèteront. Et au lieu de donner l'eau à ceux qui manquent à l'heure actuelle, le dessalement de l'eau ne permet d'augmenter la satisfaction des besoins d'eau des catégories les plus riches avec toute une série de conséquences négatives sur l'environnement. Et alors, il nous explique maintenant que oui, on peut faire des aménagements au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la demande. On peut réduire les gaspillages, on peut augmenter l'efficience de la distribution de l'eau dans nos réseaux, on peut essayer d'augmenter la productivité de l'eau en agriculture, on peut augmenter la productivité de l'eau dans l'industrie, etc. Donc diminuer la pression venant de la demande. Mais tout cela, on le sait, elle ne permettra pas d'éliminer les déficits hydriques si on continue toujours dans la même logique. Dans la même logique de dire il faut croître. Et il faut croître en produisant les biens et les services qu'on produit. Parce qu'on ne peut pas changer, parce que si on change, on devient plus riche, on change le système économique. Et le système économique ne peut pas être changé. Le système économique est bon. D'ailleurs, vous voyez, les autres ont écroulé, etc. Nous sommes le meilleur système économique. Et donc, on peut faire des adaptations. Et c'est ainsi que l'argument des dominants face à la raréfaction qualitative, ils disent c'est un problème d'ajustement de la demande de l'offre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et peut-être vous vous rappelez que depuis 30 ans, les dominants ont toujours dit il y a une catastrophe de l'eau, il y a des crises de l'eau, parce que l'eau n'est pas chère. Il y a bon marché. Elle est accessible, même parfois pour tout le monde, gratuitement. Et c'est pour ça, alors, les gens abusent de l'eau. Les gens consomment l'eau comme n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on constate que dans les modes de vie des personnes plus aisées, la consommation de l'eau est encore plus élevée que chez les pauvres. Donc ce n'est pas dit parce que c'est gratuit, éventuellement gratuit, que l'eau est abusée par les gens. Les gens qui manquent d'eau savent bien ce que c'est. Ils la recyclent. L'économie circulaire l'applique bien, eux. Quand ils manquent d'eau, ils font un systématiquement réusage de l'eau. Ce sont les familles aisées qui ne comprennent rien en économie circulaire. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire l'économie circulaire. De toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à condition au niveau d'achat. D'ailleurs, petite parenthèse, pensez un peu à l'importance du niveau d'achat. Pensez un peu comment nous dépendons de manière formidable de notre pouvoir d'achat. On ne mesure pas notre pouvoir d'être gentil. On ne mesure pas notre pouvoir de pouvoir partager, le pouvoir de partager, pouvoir d'achat.
non seulement signifie que nous sommes, si nous sommes capables d'avoir un pouvoir d'achat élevé, mais cela signifie surtout que si on peut acheter, on a le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pouvoir acheter. C'est extraordinaire que nous vivons dans une société où la puissance positive ou négative des personnes, des communautés, des groupes, des États, des pays, etc., c'est le PIB, c'est-à-dire pouvoir acheter. Et c'est ainsi qu'une catastrophe d'une imbécilité que le président des États-Unis vient de faire en augmentant les tarifs, les douanes, etc., sur les biens, devient dramatique, c'est vrai. Parce que si ensuite les Américains ne peuvent plus acheter les parmesans, parce que ça leur coûte maintenant 30 euros le petit 100 grammes, et donc les Américains n'achètent plus les parmesans, les bons et les faux producteurs de parmesan n'ont pas d'argent, perdent l'argent. Et donc, alors, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que tout est mesuré en fonction. On ne va pas dire à Trump, mais vous êtes en train de faire des conneries parce que la vie économique signifie partage, signifie échange, mais signifie échange égal, pas échange inégal entre les plus forts et les plus faibles. Signifie avoir accès aux biens et services essentiels pour tout le monde, c'est les droits. L'économie, c'est la réalisation des droits, ce n'est pas la réalisation des échanges pour faire profit. On ne dit pas ça à Trump. À Trump, on dit, tu es méchant parce que tu me permets de perdre le pouvoir d'achat. Et alors, dans une économie où le pouvoir d'achat est un problème de lutte, la raison dans ces situations de lutte, c'est quoi? C'est la raison du plus fort. Il n'y a pas d'autre raison. Et donc, les systèmes dominants nous dit par rapport à tout cela, et à l'eau qui devient un problème d'achat, on va rééquilibrer, et comment? Les prix. Ils disent qu'il n'y a que les mécanismes de prix. Mais si on dit que, et c'est vrai, dans l'économie capitaliste, les prix est sélectif. Combien d'ici d'entre nous peuvent acheter une Porsche? Peut-être il y a beaucoup de gens d'entre vous qui souhaiteraient avoir une Porsche. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez les revenus, le pouvoir d'achat pour l'avoir. Non? Et pourquoi la Porsche coûte de manière inaccessible à vous? Pas parce que la technologie est différente par rapport à une petite Fiat Panda. C'est la même. C'est la même. C'est un peu plus sophistiqué, un peu plus, mais c'est la même. Mais c'est parce qu'effectivement, les marchés créent toujours les marchés spécifiques. Les marchés tendent toujours nécessairement à rendre inaccessibles les biens qui, le marché lui-même, réussit à faire convaincre que c'est important pour vous d'acheter une Porsche. Et plus les gens sont convaincus que c'est l'idéal, le rêve d'acheter une Porsche, plus des gens rêvent de pouvoir acheter une Porsche, plus la Porsche augmentera des prix. Et alors, à l'heure actuelle, imaginez-vous, si on vous dit que maintenant, la nouvelle eau de Nestlé, qui relance encore une autre eau sur la vie, et il l'appelle la vie, et il vous convainc que cette eau-là est dans la situation de raréfaction de l'eau qualitativement bonne, et l'eau en bouteille dont vous avez besoin, eh bien d'abord elle sera à bas prix, il vous convaincra que vous avez besoin de cette eau de Nestlé, eh bien le prix augmentera. Et alors c'est donc les dominants, qu'est-ce qu'ils disent? Pour pouvoir équilibrer, il n'y aura que ceux qui peuvent se permettre les prix de payer. Et comme ça, tout sera réglé. Parce que la fixation du prix signifie exclusion. Le mécanisme du prix dans notre économie est un mécanisme de
identification de ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, sélection alors de ceux qui peuvent en fonction du prix, exclusion du marché de ceux qui ne peuvent pas pouvoir avoir l'accès au prix établi. Et le pouvoir de fixer les prix maintenant, c'est où? Et nous savons que désormais, le prix n'est plus une fonction de la collectivité. Les prix des choses qui valent du monde entier, c'est plus en fonction de mécanismes collectifs sociaux dans l'intérêt général des membres de la communauté. C'est pour cela que l'eau n'est plus un bien commun, mais l'eau est devenue un bien privé, une marchandise. C'est parce que si on était dans une logique de fixation, par exemple, la facture de l'eau, dans l'intérêt général, eh bien, la facture ne serait pas sélective et exclusive. La facture serait accessible à tout le monde, à l'échelle mondiale, parce qu'il faut raisonner dans la logique mondiale. À partir du moment où on a accepté au contraire de dire tu as droit accès à l'eau à un prix abordable, c'est-à-dire le prix abordable qui est fixé par les marchés, il est évident qu'à partir de ce moment-là, nous avons accepté la conditionnalité du prix pour avoir accès à un bien à titre de droit. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Que je puisse avoir accès en tant que citoyen titulaire de droit à un bien qui est, dans ces cas, strictement fonctionnel à la satisfaction de droit, en passant par un prix qui devient inaccessible pour la grande majorité des gens. Et c'est pour cela quand même on coupe si vous ne payez pas. Et c'est pour cela que ces dernières années, en France en particulier, une des luttes citoyennes les plus significatives, c'était de lutter avec les tribunaux contre les coupures d'érogation d'eau pour ceux qui étaient incapables de payer la facture d'eau. Et c'est pour cela qu'est devenu un mouvement citoyen très fort, la lutte pour arrêter qu'on arrête l'érogation de l'eau. Si on affirme qu'il a un droit, comment peut-on mettre un prix marchand à un droit universel? Cela signifie que si on a marchandisé et donné un prix monétaire à l'eau, c'est que nous sommes une société qui a accepté de ne pas reconnaître les droits à la vie pour tout le monde. Et c'est ça, limpide, clair, cristallin. À partir du moment où on accepte que le système se base sur le principe du prix, qu'on dit le prix établi en manière de récupérer les coûts, tous les coûts de l'eau, y compris la rémunération du capital investi, et dans la facture, une partie du prix est rémunérer le risque du capital, dit-on, c'est-à-dire c'est une mesure capitaliste. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons accepté que notre vie dépend d'une part, de la propensité, de la propension ou la tendance du capital à investir parce qu'il s'attend à un retour sur l'investissement au moins suffisant d'après leurs critères. Et secondo, se base sur la propension, la tendance de notre part à acheter, même en des conditions de prix. D'ailleurs, si vous le savez dans votre vie quotidienne, désormais vous savez que les prix de tout n'importe quoi, de ce que nous achetons, n'est plus déterminé en fonction uniquement des coûts de production, ni des attentes de rentabilité. Mais il est mesuré, le prix, en fonction de la capacité, adaptabilité des citoyens à dépenser et acheter à ce niveau-là des prix. Et c'est comme ça qu'on calcule les prix. Et cette monétisation des biens communs, qui signifie alors traduction de ces biens en biens privés, en biens non accessibles à tout le monde, cette monétisation
de l'eau a été accepté par la communauté internationale dès 1992 au premier sommet de la Terre à Rio de Janeiro et confirmé officiellement par la déclaration finale du troisième sommet de la Terre de nouveau à Rio de 2012. Donc il n'y a que 7 ans que nous, la communauté internationale, a accepté de monétiser la vie en monétisant la nature. En disant que si on ne monétise pas la nature, les molécules, une cellule d'une plante, un microbe, nos gènes, etc. Si on ne monétise pas la nature, on ne peut pas calculer les coûts et les bénéfices de la valorisation de telle ou telle eau plutôt que l'autre eau, du Rhône, l'eau du Rhône plutôt que l'eau du Danube. On ne peut pas avoir des éléments de mesurage techniquement contrôlables de pourquoi je cultive cette sémence plutôt que l'autre. Donc il faut tout monétiser. Parce que la monnaie est un indicateur de valeur. Il dit, ça vaut X, ça vaut X. Et on peut choisir alors. Parce que face à la rareté de l'achat, du pouvoir d'achat, je dois toujours systématiquement faire des choix. Est-ce que j'achète ça ou ça? Et comment est-ce que je l'ai fait? Bien entendu, par le désir, par l'improvisation, par les fantasies, mais surtout par l'analyse monétaire, marchande et financière. Et sur ce point, juste une petite réflexion supplémentaire qui m'amène à confirmer déjà ce que je suis en train de dire sur la deuxième grande partie, qui est celle de c'est quelle essence profonde de ce que nous sommes en train de faire comme conséquence de cette manière de considérer l'eau. Eh bien, vous le savez, mais enfin, il vaut mieux un peu le systémiser dans notre tête. La monétisation de la nature a été possible en 2012 parce que déjà on avait monétisé tout. C'était pratiquement un acte notarial de certifier que cela était comme ça. Parce que désormais la monnaie n'est plus un bien public. La monnaie a été privatisée. Et quand on parle de monétisation, c'est parce qu'on a monétisé la vie de manière privée qu'on peut alors passer à la monétisation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que jadis, la monnaie était un acte de production des autorités publiques, un acte régalien. C'était l'État. Il n'y avait qu'un État qui pouvait battre monnaie. Et l'État, en battant monnaie, fixait la valeur de la monnaie. Quand on faisait travailler la planche à billets, l'État fixait la valeur auquel pouvaient les banques, qui ensuite redistribuaient l'argent aux familles, aux entreprises. D'autres institutions publiques pouvaient avoir disponibilité d'argent et fixaient dans le budget la valeur, si vous voulez, de la monnaie. Et il avait des taux d'échange entre les différentes monnaies, entre les pays, et l'échange, la valeur d'échange ne changeait pas toutes les secondes en fonction des marchés. Eh bien, depuis la crise de 73, où tout le système financier a été changé, ces 40 dernières années, il n'y a plus de taux d'échange. Les monnaies ne sont plus créées par les États, sont créées par les banques elles-mêmes, qui fixent elles-mêmes la valeur à partir de chaque jour. Il y a 12 grandes banques dans le monde qui fixent les taux d'échange qui se font entre le taux d'escompte, entre elles-mêmes les banques. Et c'est eux. Et les banques centrales ne fixent strictement rien que la valeur des monnaies. Et ensuite, alors la monnaie, en ayant perdu son caractère étatique, public, devenue une marchandise. Depuis les années 70, vous savez qu'il y a les marchés des devises. Et la valeur d'une monnaie est fixée par les spéculations, c'est pas par la production économique. Bref, on a privatisé la monnaie, et un exemple fantastique de la privatisation de la monnaie, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont plus faites par les États, et c'est l'euro. L'euro n'a pas été créé par un État.
a été créé par une décision intergouvernementale entre plusieurs États de l'Union européenne. Et les États, aucun des États de l'Union européenne ne peut dire ça c'est ma monnaie. L'Allemagne ne peut pas dire l'euro est allemand. L'Allemagne actuelle ne peut pas dire c'est ma monnaie. L'Italie, la France, on ne peut pas dire que l'euro est la monnaie française, non. Et la monnaie qui a été décidée en 92-93 à travers les traités de Maastricht, qui a décidé de faire une union économique et monétaire, et parmi cette union, il fallait avoir une monnaie commune. Et, en effet, qui produit aujourd'hui l'euro? Ce ne sont pas les États. Ben, c'est la Banque Centrale Européenne. Attention, et même pas elle. Mais en principe, c'est la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne est une institution à personnalité juridique indépendante des États. C'est la Banque Centrale Européenne ne doit pas répondre dans son action à personne. Elle ne doit pas demander l'autorisation aux États. Les ministres des affaires monétaires et financières de l'Union européenne n'ont rien à dire à ce que dit la Banque Centrale Européenne. Le Parlement européen, pendant des années, la Banque Centrale Européenne n'a jamais été au Parlement. Maintenant, de temps en temps, elle s'est digne la Banque Centrale Européenne d'aller informer, mais sans réaction et sans jugement. Donc le Parlement écoute, et puis les gens de la Banque Centrale Européenne disent au revoir, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Mais ils ne peuvent pas réagir et dire « Ah, mais votre choix est mauvais, nous sommes contre ». La Banque Centrale Européenne est une institution juridiquement spécifique, distincte des autres institutions de l'Union européenne, et elle est politiquement indépendante. C'est inscrit dans les traités constitutifs de la Banque Centrale Européenne. Elle est indépendante. Et alors c'est clair que cette privatisation de la monnaie signifie que monétiser l'eau signifie que ce sont les marchés financiers qui déterminent la valeur de l'eau. Dans tous les usages. Je n'ai pas le temps d'arriver à porter à l'extrême toutes ces réflexions, mais la conclusion des dominants, si vous regardez tous les documents actuels, c'est de dire, puisqu'il y aura rareté de l'eau, la seule stratégie possible, c'est la stratégie de la résilience. Vous avez entendu parler, non, de la résilience agricole. Vous avez entendu parler des villes résilientes. Et c'est quoi la résilience? La résilience, ça vient de la physique, un corps qui reçoit, moi je reçois un coup comme ça, ma main devient résiliente si elle s'adapte au choc qui est provoqué par un coup extérieur. Donc, nos dominants sont en train de dire que la raréfaction de l'eau est un coup extérieur qui vient sur la vie de la Terre. Et la Terre, alors, reçoit ce choc, et elle doit devenir résiliente. Parce qu'on ne peut pas éliminer le choc. La pénurie sera là. Et donc, il faut vivre avec la pénurie. Qu'est-ce que ça veut dire être résilient si vous regardez toutes les définitions, tous les documents politiques? Signifie avoir une capacité de s'adapter, à vivre dans des conditions de plus en plus difficiles, extrêmes, incertaines, etc., comme la pénurie de l'eau. Grâce à quoi? Grâce à une capacité d'innovation technologique et grâce à une capacité de pouvoir d'achat, grâce à l'argent. Ceux qui auront la technologie pour s'adapter, ceux qui auront la finance pour s'adapter, seront résilients. Et les villes qui auront la technologie, les villes et les agricultures qui auront les technologies, qui auront l'argent, elles seront résilientes. Ils pourront vivre même avec la pénurie d'eau. Et pourquoi? Parce que les autres seront encore plus en état de pénurie exclus. Alors ma proposition, et je termine, parce que je vois que le temps passe, mais je vous regarde dans les yeux et j'ai l'impression que vous voulez encore que je parle. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous m'invitez, je ne résiste pas.
d'une invitation pareille. Hein. Donc, mais concrètement, du point de vue des solutions, il y a deux grandes pistes. La première chose, c'est rendre compte que la mobilisation de lutte contre tous ces systèmes est à la fois globale et locale. Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une petite chose de langage, ce n'est pas essayer de concilier toutes les dimensions de la vie, mais c'est global dans le sens qu'elle est l'ensemble des positions locales. C'est le local, ça vit le global, le local fait le global. Et le global s'exprime dans la multitude infinie et variable du local. Mais c'est global. La condition humaine concerne les 8 milliards de gens. Il ne faut pas s'inscrire dans la logique des dominants qui, en utilisant le concept de résilience, ils sont en train d'utiliser aussi les concepts de sécurité hydrique. Et ils disent finalement, ils les cachent, derrière sécurité et résilience nationale, en fait, c'est sécurité et résilience des groupes sociaux dominants. Donc c'est global. Parce que les dominants, ils vous disent c'est global le phénomène. Mais après, ce qui compte, c'est moi. Tous ceux qui vous racontent de la globalité, après ils disent first me. Hein? Et les plus puissants, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, ils vous disent c'est global, global. Mais first China, first United States, first France. Ils ne vous disent pas first humanity. Ils ne vous disent pas d'abord les êtres humains, d'abord la vie de tous les habitants de la Terre. Ils ne vous disent pas ça. Ils ne vous parlent pas d'habitants de la Terre. Et en ayant compris que l'habitant de la Terre, ce n'est pas seulement nous, les êtres humains, mais que les habitants de la Terre sont aussi les microbes, les plantes, les animaux, et que nous faisons partie d'une communauté globale de vie de la Terre, dont nous sommes partie intégrante. Nous ne sommes pas les seigneurs de la communauté globale de la vie. Nous, les habitants de la Terre, on est avec d'autres habitants de la Terre. Mais quand ils vous développent maintenant l'agriculture résiliente, l'eau résiliente, les villes résilientes, c'est pour vous dire, soyez les plus forts du point de vue technologique, soyez les plus forts du point de vue monétaire, financier, parce que votre vie dépendra de ça. Vous êtes faible, vous serez éliminé. Et c'est pour ça que nous devons partir dans toute action locale par une grande dimension historique à long terme globale. Et cette globalité, elle n'est pas si évidente. Parce que nous n'avons rien à part les structures de puissance. La guerre est globale, même si les guerres n'ont pas lieu partout. Mais la bombe atomique, les bombes maintenant, les robots soldats sont globaux. Il n'y aura pas de robot soldat qui n'est pas global, même s'il sera produit par les Chinois ou par mais seront produits par les Chinois ou par les États-Unis surtout. Mais les robots soldats sont globaux. C'est du monde. Donc, première indication. Il faut sortir dans notre narration nous-mêmes la coquille de la sécurité et de la résilience nationale. Et je l'ai dit parce qu'en Italie, cette connerie est forte. Je ne parle pas de la France, bien entendu. Non, mais en Italie, et d'ailleurs, l'Italie est en train de rien faire. C'est pire. Mais donc, global. Alors, et deuxième réflexion dans tout ça, le sens profond du local. Signifie quoi? La lutte contre les bassines signifie la lutte pour la vie de toute la vie de la planète. Non? Parce que si vous réussissez et vous sauvegardez alors du point de vue qualitatif et quantitatif l'eau, votre action est dans l'intérêt de la vie de la Terre. Ce n'est pas dans la vie de Sèvres. Et c'est donc
force de la localité, c'est parce qu'elle est globale, pas parce qu'elle est spécifique. Et c'est pour ça qu'il faut être local. Et c'est pour ça qu'il faut être local, non seulement en s'accommodant de l'ordre du jour de l'agenda de l'agriculture fait par les dominants, mais d'agir en fonction de l'ordre des priorités de l'agenda agricole local, parce qu'elle est mondiale. Parce que si vous défendez une agriculture non pas résiliente, mais une agriculture pour la vie, une agriculture biologique, une agriculture communautaire, une agriculture paysanne, une agriculture qui produit de l'alimentation, pas des biens à acheter, pas des biens à recycler, de sorte que finalement le recyclage deviendrait la croissance. Non, hein? C'est tout ça. Si vous réussissez, vous faites une contribution fantastique à la sauvegarde de la vie pour tous les habitants de la Terre d'ici à 200 000 ans. 200 000 ans. Ça a l'air d'être beaucoup, c'est rien du tout. Voilà, je crois que je m'arrêterai là avec cette grande, j'espère, sens optimiste qui existe dans toutes les petites choses que nous faisons au niveau local. C'est avoir ce souffle, cet esprit global de la vie pour tous. En tout cas, maintenant, on a le temps, je pense, pour pouvoir faire un débat. J'espère que je n'avais pas volé trop de votre temps. Je l'ai volé malgré tout. Et comme tout bon petit garçon, maintenant, je suis tranquille. J'ai jeté un petit caillou dans un étang. Je regarde avec joie tous les cercles qui se manifestent dans l'étang. Et dans l'après-midi, je m'en vais. Merci. Merci. Dois-je comprendre que les questions que j'ai posées vous ont intéressé un peu, n'est-ce pas? C'est bien. Ça, c'est... Donc, on a un micro, si vous avez une question, une remarque, vous levez la main, on fait passer le micro, et puis voilà, on fait un temps d'échange comme ça. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Oui. Bonjour, c'est juste une question par rapport à l'État. C'est-à-dire, quel est son rôle dans tout ça? Est-ce qu'il fait partie des dominants? Est-ce qu'il est... comment c'est conçu politiquement et justement dans le futur que ça représente? Oui, merci pour cette question, parce que dans tout ce processus, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, la réalité de l'État républicain, constitutionnaliste, démocratique, à finalité sociale du welfare, etc., a été éliminée. C'est-à-dire que par tous les processus aussi, y compris celle de l'eau, de privatisation, plus on a privatisé, plus on a éliminé la fonction de l'État. Plus on a privatisé en fonction du mécanisme de la sélection du capitalisme, plus on a éliminé la justice sociale. Et donc l'État qui était porteur de la justice sociale en fonction, disons, de cette réforme de l'État du welfare, du bien-être collectif, etc. Et plus on laisse les décisions au marché, plus on a détruit la démocratie, c'était l'État démocratique de type représentatif. En effet, l'État que nous connaissons, le modèle étatique que nous connaissons, date du XVIIe et surtout du XVIIIe, XIXe siècle. Et il s'est formé pour dire: nous devons inventer une forme d'organisation politique, c'est-à-dire une forme d'organisation des décisions communes, des décisions d'une communauté, dans l'intérêt de la communauté, et c'était ça l'État qui avait la charge de représenter l'intérêt général, pour permettre
à travers des méthodes démocratiques, la représentation, de prendre des décisions qui augmentent le bien-être collectif. Donc, la reconnaissance des droits sociaux, civils, etc. Et à un certain moment, en 1948, si on peut le dire, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait eu une combinaison assez intéressante entre la société qui dit nous devons essayer d'avoir un peu plus de justice sociale, d'être un peu plus égal du point de vue de fonctionnement, d'être un peu plus démocratique, parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme avait mis 30 articles, 30 droits, avait tout mis là-dedans comme droit. Le droit, donc, par exemple, de la démocratie, le droit de la justice sociale, le droit de la représentation, le droit de voyager, le droit de travailler, le droit d'avoir digne sécurité sociale, le droit d'avoir une activité économique, le droit de pouvoir travailler, etc., etc. Et l'État, la combinaison de droit, déclaration universelle, plus l'État, qui, lui, avec les parlements, la démocratie, avait essayé de réaliser le concept de peuple, parce que démocratie signifie peuple, et donc l'État organisé par, pour, avec le peuple. Et c'était un peu le maximum qu'on était capable de réaliser. Mais il y avait déjà des germes de transformation de ça. Et effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, après la première phase du rôle de l'État, le rôle du public, le rôle des biens communs, des services publics, etc., à partir des années 70, suite à la crise financière à laquelle j'ai fait référence, on a commencé à tout démolir. Et ce qu'on a démoli, c'est surtout au niveau des concepts. Vous avez noté que dans mon intervention, j'ai essayé toujours de parler de concepts, d'idées, parce que c'est ça qui font l'histoire. Et un des concepts sur lesquels ils ont travaillé à partir des années 70, c'est que grâce au changement technique et scientifique qui permet de se débarrasser des contraintes du temps, des contraintes de l'espace, grâce, il faut de plus en plus avoir une régulation libre, sans frontières, une régulation où on élimine, par exemple, l'intervention d'autorités petites, puisqu'on s'internationalise, on se multinationalise, on se globalise. Donc l'État, par exemple, l'État devient un régulateur inefficace, un régulateur qui ne permet pas d'utiliser de manière efficiente l'ensemble des ressources disponibles sur la planète. Et la lutte contre l'État, traditionnellement, qui a toujours existé, bien entendu, a pris vigueur. Et la logique était de faire une économie sans État, de gouverner sans gouvernement. Et on est arrivé, grâce à la technologie d'information, de prétendre de faire une société sans État. Mais la société elle-même, libre, l'économie libre. Et on a démoli ça. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en 1992, lorsqu'on a fait le traité de Maastricht de réalisation du marché intérieur commun européen, il y a une condition qui a été créée. On fait un marché intérieur commun, il est interdit aux États d'intervenir dans les domaines traités par le marché intérieur. On a interdit l'État. Nous avons construit l'Union européenne à partir de l'interdiction de l'État d'intervenir dans l'économie. Et la monnaie, après, ce n'est pas par hasard, on a fait la monnaie privée, l'euro, parce que l'État ne doit pas intervenir. Alors, ce serait long essayer d'expliquer qui, pourquoi les États, pourquoi les comités d'État, pourquoi les partis politiques de gauche, pourquoi, etc., les syndicats, etc., ont accepté tout ça. Et il faut répondre à cette question. Pourquoi les syndicats ont accepté? Pourquoi les syndicats agricoles ont accepté? Pourquoi les syndicats des pensionnés ont accepté? Pourquoi les syndicats des enseignants ont accepté? Pourquoi les partis politiques, les socialistes qui n'existent plus? Pourquoi sont-ils disparus, les socialistes? Il n'y a plus de socialistes.
Même pas en Italie. Il n'y a plus de parti qui s'appelle socialiste. Hein? Mais c'est parce qu'ils ont accepté tout ça. Et pourquoi l'ont-ils accepté? Donc, on revient après à un tas de questions. Mais on a tué. Moi, je prétends que nous sommes à la fin, peut-être provisoire, j'en sais rien, mais à la fin du modèle de l'État républicain constitutionnaliste, c'est-à-dire basé sur les constitutions qui reprend aussi les déclarations universelles, de démocratie représentative. Ce n'était pas de démocratie directe ou de démocratie participée, mais de démocratie représentative. Et l'une des causes, et je termine, l'une des causes, c'est que non seulement la culture capitaliste de la société capitaliste a abandonné l'État à partir du moment où devenait un élément qui empêchait la capacité de régulation du capital mondial, de l'économie mondiale. Pas seulement ça, ça est fondamental. Mais c'est parce que la culture stato-nationale a tué la culture de Stato démocratique, de l'État démocratique. Je m'explique, même si je vous prie de m'excuser si je prends quelques secondes là-dessus. C'est-à-dire, la démocratie est basée sur le peuple, demos. L'État national a exproprié le peuple, parce qu'il a traduit le peuple en disant le peuple est la nation. Le peuple est nous. Et on peut être un peuple ici, de Deux-Sèvres, comme un peuple du monde, un peuple africain. Le peuple est tous les êtres humains qui sont ensemble. La nation signifie être une partie d'un peuple uni, la nation une, indivisible. Et c'est une entité mythique, une entité extérieure au peuple. Jadis, c'était Dieu qui était extérieur au peuple. Mais toute la grande révolution démocratique était que le peuple a dit, toi Dieu, c'est notre affaire ici. Hein. Tu n'interviens pas, et ce fut bien ainsi. Mais si aujourd'hui un peuple, quelque part, essaie de dire, toi nation, c'est difficile. Et la nation s'est appropriée du peuple. Un exemple typique, moi je suis un citoyen, parce qu'il y a un État qui m'a dit, tu es citoyen, mon citoyen, tu es italien. Vous êtes citoyen, parce qu'il y a l'État français qui a dit, vous êtes mes citoyens, français. Vous n'êtes plus rien en dehors. Vous allez en Chine, vous êtes citoyen, propriété d'un État. Et c'est pour ça que l'État décide de vous, comme il veut, parce que vous êtes sa propriété. Et jamais le peuple s'est révolté contre la nation. Sauf le peuple, par exemple, des pays colonisés, qui se sont révoltés, et il y a eu un groupe qui a fait sa nation. Et puis les gens du pays ont constaté, mais on n'avait pas fait toutes ces révolutions pour vous donner à vous le pouvoir à la place des colonisateurs. C'était pour la place pour le peuple. Et c'est pour cela que, sauf dans ces cas, on a assisté à la révolte du peuple contre les nations. Et aujourd'hui, quand on vous parle, alors tous, la First United States, First France, First Allemagne, c'est quoi? C'est la nation qui s'exproprie de tous les peuples du monde, qui exproprie les droits des peuples et du peuple, prétextant que fait la défense du peuple français. C'est pas vrai, ce sont de balivernes. Hein? Et donc, c'est ça la deuxième raison pourquoi l'État, aujourd'hui, est disparu aussi. Parce que la nation a sucé, a dévoré l'État. Et maintenant, il ne reste plus grand-chose qu'être au service des plus forts. Il a été toujours au service des plus forts, l'État, mais d'une autre manière. Maintenant, le service des plus forts, c'est pour cela que jadis, en 50, par exemple, les entreprises américaines pouvaient dire « What is good for me ?» General Motors, c'était le président de General Motors qui avait dit « What is good for General Motors is good for the United States. » Et alors il disait « Mais what is good for the United States is good for General Motors. » Yes. Hein? Non? Mais aujourd'hui, vous dites
What is good for Total, is good for the France. C'est un peu difficile. Allez, on va à une autre question. À vous poser. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Claude Lacotte de la commune de Saint-Martin-les-Mers et je voudrais intervenir en tant que premier président du syndicat d'eau Certaines. Donc je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est sur le rendement de l'eau, et le deuxième point sur le prix de l'eau. Vous pouvez répéter les premiers points parce que ça Le premier point sur le rendement de l'eau. Rendement, ça va. En fait, voilà. Et deuxième point sur le prix de l'eau. Donc premier point, rendement. Au jour d'aujourd'hui, moi en tant que syndicat d'eau, donc le syndicat d'eau Certaines, c'est un syndicat d'eau qui est géré en régie directe. C'est-à-dire que nous ne rémunérons pas d'actionnaires. Il n'y a pas de lyonnaise, il n'y a pas de sort, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on est réellement sur des coûts directs, ça c'est hyper important. Donc moi aujourd'hui je suis sur un rendement de 85,6% de réseau d'eau. Je ne veux pas arriver à 100%. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur un réseau d'eau on a toujours des purges techniques, c'est-à-dire qu'il faut auto-nettoyer les réseaux pour des questions sanitaires. Également la défense incendie, quand vous avez un feu quelque part, l'eau est bien prise sur le réseau d'adduction d'eau. Donc là on a fatalement des pertes sur le rendement. Donc au pire, je pourrais arriver sur des rendements de peut-être 92%. Donc j'ai encore une marge de manœuvre, mais qui devient de plus en plus restreinte. Et également, donc rapidement, je passe rapidement sur ce point-là. Ouais. Et, deuxième point, si vous voulez, c'est sur le prix de l'eau. Moi j'achète l'eau en fait sur le barrage de la Touche-Poupard. J'achète donc au département, qui est géré par une SPL. J'achète l'eau 32 centimes. Cette eau-là, elle est transportée à l'usine de production qui se situe donc à la Corbulière, donc qui traite l'eau, et là je la rachète 48 centimes, c'est-à-dire que j'arrive sur un prix de 80 centimes de l'eau. Donc là je vais intervenir sur la facture de l'eau en fait. C'est-à-dire que moi quand je revends l'eau 1,50 €, il me reste que 70 centimes de marge pour exercer tout ce qui est travaux d'entretien, travaux de renouvellement de réseau, etc. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai un budget de 500 à 800 000 € à peu près, qui ne me permettent pas de renouveler ce que me demande l'État. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, 1 kilomètre de renouvellement de réseau, c'est en gros 80 000 €. Je suis une moyenne entre l'urbain et le rural. Donc actuellement, je suis à 1% à peu près de renouvellement, alors qu'on me demande de renouveler entre 2,5% et 3%. Donc actuellement, je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Voilà les 2 points d'intervention sur lesquels je voulais intervenir. Merci pour cela. Je n'ai pas vu d'où venait la voix. Et ça venait presque de Dieu du ciel. C'est important. Alors, pour ce qui concerne effectivement les rendements, les concepts n'est pas à mettre en cause. Il faut savoir si je plante des semences dans un endroit et je les plante ailleurs, si effectivement après la saison je trouverai plus de blé ici ou ailleurs et meilleur blé ici qu'ailleurs. Donc c'est un problème d'évaluation. Comme tout mot ou indice de mesure, le rendement en tant que tel est important. Ça fait partie de la société. C'est savoir combien je mets de inputs et combien je trouve comme outputs, etc. Et donc, c'est important. Tout ce qui est, encore une fois, vous l'avez démontré, ce qui est important dans le rendement, c'est que cette monopolisation réductrice du rendement en termes monétaires et financiers productivistes. Et autrement dit, si on part de cette approche, cela signifie qu'on s'inscrit dans l'approche utilitariste de la vie. Une semence qui me donne plus rendement monétaire, financière, est plus utile à la vie. Elle pourrait être utile, entre guillemets, pour d'autres aspects, pour la préservation de l'environnement, pour la beauté du paysage, pour la capacité nutritionnelle, pour l'accessibilité nutritionnelle, pour des activités médicamenteuses, etc. Quand cela n'est pas pris en compte,
La logique rendement est prisonnière, une logique d'emprisonnement de la vie. Et c'est pour cela que une des propositions par rapport à l'eau et aux semences et aux connaissances, c'est-à-dire les trois biens communs que je considère les plus importants, immédiats et faciles à traiter du point de vue que chacun de nous voit l'importance de cela, c'est de démonétiser l'eau, de démonétiser les semences, de démonétiser la connaissance. Parce qu'à partir où on maintient la monétisation de l'eau, la monétisation des semences, la monétisation des connaissances, eh bien cela signifie qu'on attribue et on délègue au sujet maître de la monnaie et de la finance les décisions de la vie. Et donc, moi, je serai toujours prudent quand quelqu'un parle de rendement. Tu parles de quoi? Tu peux parler de ceci, de cela, à condition qu'on le prend, le rendement. Et ça, même du point de vue pédagogique, on ne le fait pas. Parce que la notion de rendement, how much? Combien j'aurai plus d'euros? C'est ça les rendements, non? Après, tout le reste est subordonné. Je me permets, par exemple, de vous rappeler une chose fondamentale, du moins à mon avis. Quand on avait commencé à parler de développement durable, on avait commencé à dire, notre développement n'est pas bon. En train de faire tous ces désastres, essayons de voir quelque chose de plus soutenable, durable. Et tout le monde était d'accord pour ça, de dire au moins discuter. Et puis on a fait une commission mondiale de l'ONU, et c'était la commission Brundtland. Et Brundtland était une Norvégienne qui fut Premier ministre à l'époque où la Norvège encore était un État démocratique, welfare, etc., etc. La commission Brundtland présente en 1987 les propositions, d'où a été consacrée toutes les histoires sur la soutenabilité, la durabilité, et partait du principe que le développement qu'on avait fait jusqu'à 1987 n'était pas bon et qu'il fallait changer. Et que la croissance ne pouvait pas faire, n'était pas bon. Bien entendu, le monde de l'entreprise de la finance était contre les rapports de Brundtland. Et ils ont influencé les États membres de l'ONU pour lorsque, en 1987, il y a eu la grande conférence de présentation du rapport, les États n'ont pas approuvé le rapport. Et ils ont seulement pris acte, bureaucratiquement, que la Commission avait soumis le rapport, mais ne l'avait pas approuvé. En 1992, au sommet de la Terre, finalement, on a approuvé le rapport de Brundtland, mais grâce à un compromis. Le compromis a été le suivant, et c'est ce qui explique pourquoi toutes les COP, même la COP de Paris, etc., ont été un échec relatif. Ils ont accepté de dire « nous devons aller vers le développement durable » parce que nous sommes tous d'accord, la communauté internationale dit « nous sommes d'accord que le développement durable est une condition nécessaire et indispensable pour promouvoir la croissance économique. » Merci. Autrement dit, c'est terrible, hein? Oui. Et donc, c'est vrai, le prix de l'eau, et je termine. Le prix de l'eau, c'est la même question. Tant que vous acceptez les prix est une mécanique de fonctionnement du marché financier. Il faut se dire. On peut faire une activité économique sans avoir un prix monétaire. Mais nous avons été tellement imbibés par notre culture capitaliste et utilitariste et marchande qu'on ne voit pas la possibilité d'avoir des relations économiques sans prix. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes objets de prix. Combien je vaux, moi? Je vaux 800 € par mois, ou bien 700 pensions par mois. Un autre vaut 30 000 € par mois. Et un autre vaut 33 milliards de profits par an.
On a accepté ça. Et on est tous heureux de voir la liste des plus riches au monde, de Kay, Bill Gates, de Bezos, etc. Mais on ne proteste pas. Une autre question. Bonjour. Voilà, moi, je voulais donner quelques exemples de pays qui ont voulu faire une révolution sur l'eau, notamment la Bolivie. Evo Morales, quand il a été élu, il était un petit Indien syndicaliste et qui s'est battu. Le combat du syndicat qu'il représentait était notamment sur l'eau. Et ils ont rendu public l'eau dans ce pays. Ils ont quand même une pression internationale absolument dramatique. On pourrait citer d'autres pays. Cuba laisse l'eau gratuitement à ses habitants. Et je peux encore en citer d'autres. Enfin bref. Mais la pression des États-Unis notamment sur ces pays qui veulent aussi avoir une politique plus collégiale et voudraient être plus ouverts sur le monde sans pour autant s'appeler, parce que les Indiens boliviens à la base ils se moquaient que ce soit ils n'avaient pas forcément de frontières. Donc ils sont partis sur cette base politique où même, c'est dans leur ADN. Ils sont nés là, ils vivent là, mais c'était pas. Donc c'est la pression internationale qui les oblige à être constitués comme ça, mais l'eau, la base de leur lutte était l'eau. Voilà. Donc j'aimerais bien dire que ça existe quand même. Oui, je suis un peu sourd, c'est pour cela que peut-être je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Je vous prie de m'excuser, madame, mais... C'était plus un témoignage. Ce que je veux dire, c'est que sur Terre, il y a des gens qui ont mis en place des politiques d'eau pour que dans leur pays, puisque s'il y a l'eau soit accessible à tout le monde. Et je pensais notamment à la Bolivie, où c'était privé, et quand Evo Morales, qui était un des syndicalistes, qui a mené la lutte pour que l'eau ne soit plus privatisée, mais nationalisée, puisqu'on parlait de nation tout à l'heure, pour donner l'accès à tous. Donc, je voulais dire que la lutte va donner une note d'espoir quant à la possibilité du partage de l'eau. Merci pour ça, c'est vrai. Pour l'instant, moi, j'ai été amené, étant donné que vous êtes des militants directement, non pas de parler des luttes de manière spécifique, ce qui est en train de se faire, mais d'essayer de comprendre bien quels sont les problèmes contre lesquels nous devons lutter, notamment au plan mondial. Mais c'est vrai que en ce moment, par exemple au Brésil et au Chili, il y a des luttes pour la renationalisation de l'eau, pour la fixation donc d'un prix par les autorités publiques. Et là, et ce sont des choses très bonnes qu'il faut faire, même si, justement, en ce moment, en Chili, on a un petit débat, parce que, personnellement, je pense que renationaliser l'eau au Chili, le Chili est le seul État, d'ailleurs, au monde qui a inscrit dans la Constitution que l'eau est une marchandise et de propriété privée. Donc, c'est important qu'on réaffirme le caractère public de l'eau. Mais la renationalisation, on entend bien que ça signifie au niveau de l'État, mais la renationalisation peut faire comprendre que les Chiliens ne peuvent agir qu'au niveau national, d'accord, mais s'ils parlent de renationalisation, signifie qu'ils s'affirment alors que le principe de l'eau est filtré et doit être filtré par l'approche de la sécurité nationale, de la propriété nationale, etc. Ce qui est en partie, de facto, après, contraire à l'idée. Et moi, je soutiens au Chili l'idée qu'il faille faire la républicisation de l'eau
à l'échelle locale, à l'échelle du pays, mais aussi proposé à l'échelle de l'Amérique latine, etc. Donc c'est très important ce que vous avez dit pour signaler que les actions qu'on peut faire localement sont justement permettent d'aller dans une bonne direction. Hein. On ne va pas pouvoir écluser toutes les questions. Donc c'est malheureusement probablement la dernière qu'on va vous faire. Et je vois vos yeux, vous voulez que moi je réponde très brièvement. Voilà. Allez-y. Au tout début, il y a une jeune femme qui a présenté votre parcours et j'ai trouvé qu'il y avait oui, donc au tout début, il y avait une jeune femme qui a présenté votre parcours et j'ai trouvé un truc très important et que malheureusement je n'ai pas pu noter en temps voulu. Vous aviez obtenu de je ne sais plus quel organisme la conception que l'eau était un bien commun. Et ça, j'ai trouvé que c'était très important et j'aurais aimé que vous puissiez dire dans quelles conditions vous aviez obtenu ça et que ça n'a pas du tout été suivi des faits, puisque sinon on ne serait pas tous là à parler des bassines. Merci. Merci à madame qui vous a poussé à manger le micro. Hein. Non, il n'y a pas en tant que tel une commission qui a, pour laquelle moi j'ai réussi à faire accepter l'idée du bien commun. Non, c'est tout le mouvement mondial de l'eau que nous avons réussi à faire en sorte que dans tel ou tel pays, les politiques, les gouvernements, et il y en a beaucoup dans le monde, reconnaissent que l'eau est un bien commun public, quitte le lendemain, après de cette reconnaissance, de marchandiser, privatiser l'eau. Mais l'idée qu'il y a eu des États, plusieurs États, et puis surtout des villes, des communes, qui se sont exprimés favorables à l'eau comme bien commun, bon, sont nombreuses. J'en parle puisque vous faites référence directement à mon expérience. Par exemple, l'aqueduc des Pouilles, qui est le plus grand aqueduc en termes d'extension du réseau, dont j'étais président pendant 18 mois avant de démissionner, a affirmé, donc la région Puglia, les Apouilles, ont reconnu que l'eau était un bien commun. Après, c'est pour ça que je suis parti, après ils ont fait des politiques complètement différentes. Après, il y a Naples, par exemple, en Italie. Naples a reconnu que l'eau est un bien commun et la société de gestion de l'eau à Naples s'appelle ABC, signifie Acqua Bene Comune, eau bien commun. Vous devez savoir également que Paris, par exemple, le réseau de Paris, a cessé la privatisation de l'eau à Paris, qui jadis était partagée entre Suez et Vivendi, et maintenant l'eau de Paris a repris en main comme municipalité de Paris, a repris en main la gestion directe des eaux de Paris. Il n'y a plus Suez, Vivendi, etc. C'est l'eau de Paris. Et dans le conseil d'administration de l'eau de Paris, il y a même été introduit le principe des représentants des citoyens, des organismes, etc., avec pas encore pouvoir délibératif, mais à titre consultatif. Donc, je veux dire, l'aspect démocratique aussi qui est lié à l'eau bien commun est déjà pratiqué dans des grandes villes comme Paris. Il est vrai, de l'autre côté, que ces conquêtes-là, et je peux multiplier les exemples où moi-même je n'étais pas directement impliqué, parce que c'est un mouvement mondial de l'eau qui a fait tout ça, hein, dans pas mal de pays du monde. Mais malheureusement, la tendance au cours des 15 dernières années, c'est un retour fantastique vers la privatisation, c'est l'abandon des gestions municipales, l'abandon du concept de l'eau bien commun. Oui, l'eau bien commun, mais il faut un prix, etc., etc. Et ça, c'est aujourd'hui de nouveau une grosse priorité pour l'action militante. Oui, on va être obligé de s'en tenir là. Malheureusement, j'avais plusieurs questions encore dans la salle, mais l'horaire est déjà dépassé. Et puis, on a quelques informations en plus
à donner à la salle pour cet après-midi. Voilà, on veut vraiment vous remercier. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire que il faut absolument que tous ici, on soit dans la manif cet après-midi, histoire de dire à la préfète des Deux-Sèvres que nous ne sommes pas sa propriété et défendre ensemble cette eau pour le bien commun, pour l'ensemble de la planète. Le Poitou doit être la marche en avant pour dire à tout le monde, venez à Mel, on va leur mettre la tête dans les choux, vous voyez ce que je veux dire. Et personnellement, je voulais rendre hommage à cet homme. Depuis 1987, j'écoute ce qu'il dit, je lis ce qu'il dit. Il a donné sa vie pour nous. Moi, ça m'émeut au plus profond. Et si vous le voulez bien, j'aimerais bien que nous nous mettions debout pour rendre hommage à cet homme.